J'avais opté pour ma robe noire Chanel, celle qu'il disait tant aimer, espérant en secret que cela pourrait peut-être signifier une réconciliation, un nouveau départ pour notre couple qui battait de l'aile depuis des mois. Nos amis, une trentaine de personnes, étaient tous là. Sophie et Pierre, nos témoins de mariage, les Dubois avec qui nous partions en vacances chaque été, mes collègues de la galerie d'art, ses associés du cabinet d'avocats. Même ma mère avait fait le voyage depuis Lyon, élégante dans son tailleur gris perle, ses cheveux argentés parfaitement coiffés. Elle me regardait avec cette inquiétude maternelle qui ne la quittait plus depuis qu'elle avait remarqué que Marc et moi nous adressions à peine la parole lors du dernier déjeuner familial. Vous savez tous à quel point Élise et moi avons vécu des moments merveilleux ensemble, poursuivit Marc. Et je remarquais qu'il parlait déjà au passé, évoquant nos années de mariage, des voyages inoubliables, des projets communs. Sa voix devint plus forte, plus théâtrale. Mais la vie nous réserve parfois des surprises. Et ce soir, j'ai l'immense plaisir de vous présenter. C'est à ce moment-là qu'elle apparut, grande, blonde, la quarantaine épanouie, vêtue d'une robe rouge écarlate qui épousait parfaitement ses formes généreuses. Je la reconnus immédiatement. Camille Mercier, la nouvelle associée du cabinet, celle qui avait rejoint l'équipe il y a 6 mois, celle dont Marc me parlait parfois avec un enthousiasme que je n'avais pas su interpréter. Elle s'avança vers lui avec une grâce féline, un sourire triomphant aux lèvres, et prit sa main libre avec une familiarité qui me glaça le sang. « Voici la vraie femme de ma vie », déclara Marc. Sa voix résonnait dans le salon comme un coup de poing. Camille et moi nous marions dès que le divorce sera prononcé. Le silence qui suivit fut assourdissant. Puis lentement, comme si la réalité mettait du temps à s'imposer, les applaudissements éclatèrent, timides d'abord, puis de plus en plus nourris. Je regardais ces visages familiers, ces amis que je croyais connaître, battre des mains pour célébrer l'effondrement de ma vie. Sophie évitait mon regard, ses yeux rougis par l'embarras. Pierre applaudissait mollement, visiblement mal à l'aise. Mes collègues de la galerie semblaient pétrifiés, ne sachant quelle attitude adopter. Ma mère, elle, ne bougeait pas. Son visage était devenu livide, ses mains crispées sur son sac à main. Je lus dans ses yeux une colère froide que je ne lui avais jamais vue. À 68 ans, elle avait traversé bien des épreuves, mais cette humiliation publique infligée à sa fille unique dépassait tout ce qu'elle pouvait accepter. Marc leva son verre, rayonnant. Je sais que c'est inhabituel, mais nous voulions partager cette joie avec vous tous. Camille et moi avons décidé de ne plus nous cacher. L'amour vrai ne souffre aucun mensonge, aucune hypocrisie. L'hypocrisie, le mot résonna dans ma tête comme une gifle. Lui qui me reprochait souvent mon manque de spontanéité, qui me disait que je réfléchissais trop, que je manquais de passion, lui qui avait organisé cette mascarade, cette mise en scène digne d'un mauvais vaudeville pour m'humilier devant nos proches. Je me souviens soudain de tous ces signaux que j'avais choisi d'ignorer, les parfums inconnus sur ses vêtements, les week-ends de travail qui se multipliaient, les conversations téléphoniques qu'il interrompait quand j'entrais dans la pièce, cette façon qu'il avait eu ces derniers mois de me regarder comme si j'étais devenue transparente, inexistante. Camille prit la parole à son tour, sa voix claire et assurée dominant le brouhaha des conversations qui reprenaient lentement. Je sais que cela peut paraître surprenant, mais Marc et moi avons vécu une véritable révélation. Nous nous sommes rencontrés dans un contexte professionnel et très vite, nous avons réalisé que nous étions faits l'un pour l'autre. Faits l'un pour l'autre. Ces mots me transpercèrent. Nous nous étions jamais dit cela, Marc et moi. Nos 15 années de mariage avaient-elles été construites sur une illusion? J'avais 25 ans quand nous nous étions rencontrés. Lui en avait 30. J'étais fraîchement diplômée de l'école du Louvre, passionnée d'art contemporain, rêvant d'ouvrir ma propre galerie. Il était jeune avocat, ambitieux, séduisant. Nos familles s'étaient réjouies de cette union qui semblait parfaite sur le papier. Nous avons essayé de résister, continua Camille, et je ne pus m'empêcher de noter la perfidie de ses mots. Mais l'amour a été le plus fort. Marc a eu le courage de me dire qu'il ne pouvait plus vivre dans le mensonge. Le courage, elle osait parler de courage. J'aurais voulu lui dire que le courage, c'était de me parler en privé, de m'expliquer ce qui n'allait plus dans notre couple, de chercher ensemble une solution, pas d'orchestrer cette humiliation publique, cette mise à mort de notre histoire commune devant témoins. Les invités commençaient à s'agiter. Certains tentaient d'engager la conversation avec moi, leur visage empreint d'une pitié mal dissimulée. D'autres se dirigeaient vers le buffet, cherchant sans doute dans la nourriture et l'alcool un refuge contre l'embarras de la situation. Je les observais, ces gens qui avaient partagé nos joies et nos peines, qui avaient assisté à notre mariage, qui avaient célébré nos anniversaires. Combien d'entre eux étaient déjà au courant?
Combien en avaient gardé le silence, complices malgré eux de cette trahison. Sophie s'approcha finalement de moi, ses yeux brillants de larmes contenues. Élise, je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas. Je posai ma main sur la sienne. Sophie était ma meilleure amie depuis l'université. Si elle disait qu'elle ne savait pas, je la croyais. Mais sa surprise même était révélatrice. Marc avait réussi à mener sa double vie avec une maestria qui m'effrayait rétrospectivement. Il m'a dit que c'était une fête surprise pour ton anniversaire, murmura-t-elle, la voix brisée. Je ne comprends pas. Comment peut-il? Mon anniversaire. J'avais eu 40 ans la semaine dernière. Marc avait prétendu avoir oublié, prétextant une surcharge de travail. J'avais passé la soirée seule avec une bouteille de vin et un livre. J'avais même trouvé des excuses à son oubli, me disant qu'il traversait une période difficile au cabinet. Le regard de Marc croisa le mien. Il y avait dans ses yeux une lueur que je ne lui connaissais pas, un mélange de défi et de satisfaction. Il semblait jouir de mon désarroi, de ma stupéfaction. J'eus soudain l'impression qu'il avait planifié cette soirée non pas seulement pour annoncer sa nouvelle vie, mais pour me détruire, pour me réduire à néant devant tous ses témoins. C'est à ce moment-là que je compris que je ne pouvais pas rester passive, que je ne pouvais pas laisser cette histoire se terminer ainsi avec moi dans le rôle de la victime pitoyable, de l'épouse bafouée qui encaisse sans rien dire. Quelque chose en moi se réveilla, une force que je ne me connaissais pas. Je me levai lentement, toujours tenant ma flûte de champagne. Le brouhaha des conversations s'atténua progressivement. Tous les regards convergèrent vers moi. Marc me fixait avec une pointe d'inquiétude, comme s'il commençait à réaliser qu'il avait peut-être sous-estimé ma réaction. Je tiens à remercier Marc pour cette surprenante soirée, commençai-je, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru possible. C'est vrai que nous avons vécu 15 belles années ensemble. 15 années pendant lesquelles j'ai cru partager ma vie avec un homme honnête et respectueux. L'assistance était maintenant parfaitement silencieuse. Camille fronça les sourcils, sentant sans doute le piège se refermer. Marc fit un pas vers moi, mais je l'arrêtai d'un geste. Vous savez, poursuivis-je, il est parfois difficile de vraiment connaître quelqu'un, même après 15 ans de mariage. On pense savoir qui est la personne avec qui on partage son lit, ses repas, ses projets. Et puis un jour, on découvre qu'on s'est trompé, complètement trompé. Ma mère me regardait avec une intensité nouvelle. Dans ses yeux, je lus une fierté qui me donna des ailes. Elle avait toujours été une femme forte qui avait élevé seule ses 2 enfants après la mort prématurée de mon père. Elle m'avait appris à ne jamais me laisser marcher sur les pieds, à défendre mes convictions. J'avais l'impression d'avoir oublié ces leçons, mais elles ressurgissaient maintenant avec une force décuplée. Marc a raison sur un point, continuai-je. L'amour vrai ne souffre aucun mensonge. C'est exactement pour cette raison que j'ai moi aussi une annonce à vous faire. Je levai mon verre, imitant le geste théâtral de mon mari. Parfait timing, moi aussi j'ai une annonce à faire. Le silence était maintenant total. Même les serveurs que Marc avait engagés pour l'occasion s'étaient immobilisés, leur plateau à la main. J'avais l'attention de tous et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais pleinement vivante. Vous voyez, repris-je, savourant chaque mot. Pendant que mon cher époux découvrait le grand amour avec sa collègue, j'ai moi aussi fait quelques découvertes intéressantes. Marc pâlit visiblement. Camille se rapprocha de lui, instinctivement protectrice. Il ne savait pas ce qui les attendait, mais il sentait le danger. Il y a 3 mois, j'ai hérité de ma grand-tante. Vous vous souvenez de tante Marguerite, cette vieille dame excentrique que Marc trouvait si encombrante. Plusieurs invités hochèrent la tête. Marguerite était effectivement une personnalité haute en couleur, une artiste peintre qui avait vécu sa vie comme elle l'entendait, sans se soucier des conventions. Marc n'avait jamais caché son agacement face à ses visites impromptues et ses opinions tranchées. Eh bien, ma chère tante m'a légué quelque chose de tout à fait inattendu, marquai-je une pause, laissant planer le suspense. Un héritage qui change complètement la donne. Je vis la sueur perler sur le front de Marc. Il commençait à comprendre que la soirée ne se déroulerait pas comme prévu. Camille lui glissa quelque chose à l'oreille, mais il ne l'écoutait pas, trop concentré sur mes paroles. Figurez-vous que tante Marguerite possédait une magnifique collection d'art. Une collection que les experts estiment. Je fis mine de réfléchir, comme si j'avais du mal à me souvenir du chiffre exact. 15 millions d'euros. Un murmure parcourut l'assistance. 15 millions. C'était effectivement une somme considérable qui changeait radicalement ma situation financière.
Marc ouvrit la bouche, puis la referma, visiblement sous le choc. Mais ce n'est pas tout, continuai-je, prenant plaisir à voir l'expression de plus en plus déconfite de mon mari. Ma tante était une femme prévoyante. Elle avait flairé, comment dire, l'instabilité de certains mariages. C'est pourquoi son testament précise très clairement que cet héritage me revient en propre, sans aucune possibilité de partage en cas de divorce. Cette fois, c'est Camille qui blêmit. Elle qui avait sans doute calculé les avantages financiers de son union avec Marc découvrait que l'équation était plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. Vous comprenez donc, poursuivis-je, que cette annonce de divorce tombe à pic. Grâce à Marc, je vais pouvoir profiter pleinement de ma nouvelle fortune sans avoir à la partager avec un époux infidèle. Le mot claqua dans l'air comme un fouet. Infidèle. J'avais enfin prononcé le mot que tout le monde pensait sans oser le dire. Marc n'était pas un homme qui avait trouvé le grand amour. C'était un homme qui avait trahi sa femme, qui avait menti et manipulé pendant des mois. Élise, commença Marc, tentant de reprendre le contrôle de la situation. Je pense que nous devrions discuter de tout cela en privé. En privé ? Répétai-je, feignant la surprise. Mais enfin, Marc, c'est toi qui as voulu faire de notre vie privée un spectacle public. Tu as organisé cette soirée. Tu as invité tous nos amis. Tu as voulu que chacun soit témoin de ton bonheur. Alors maintenant, chacun sera également témoin du mien. Je me tournai vers Camille qui me regardait avec une hostilité mal dissimulée. Félicitations, ma chère, vous héritez d'un homme qui vient de perdre la moitié de ses biens dans un divorce qu'il a lui-même provoqué. Un homme qui a préféré l'humiliation publique à la discussion privée. Un homme qui pense que l'amour justifie tous les mensonges. Camille voulut répondre, mais je ne lui en laissai pas le temps. Oh! Et j'oubliais le plus important. Je sortis de mon sac une enveloppe Kraft que j'avais pris soin d'apporter. Voici les conclusions de l'enquête du détective privé que j'ai engagé il y a 2 mois. Oui, Marc. Contrairement à ce que tu crois, je ne suis pas aussi naïve que j'en ai l'air. J'avais des doutes depuis longtemps. L'enveloppe contenait effectivement le rapport d'un détective privé, mais ce n'était pas la seule surprise que je réservais à cette soirée. J'avais passé ces dernières semaines à préparer ma riposte, à m'assurer que Marc ne sortirait pas vainqueur de cette bataille qu'il avait lui-même déclenchée. Ce rapport contient tous les détails de votre liaison, dis-je en agitant l'enveloppe. Les dates, les lieux, les témoins, tout ce qu'il faut pour prouver l'adultère devant un tribunal. Marc fit un pas vers moi, le visage déformé par la colère. Tu n'as pas le droit. Je n'ai pas le droit. Ma voix monta d'un ton. Et toi, avais-tu le droit de me mentir pendant des mois ? Avais-tu le droit d'organiser cette mascarade pour m'humilier devant nos amis ? Avais-tu le droit de bafouer 15 années de mariage pour une passade de bureau ? Les invités assistaient à cet échange avec un mélange de fascination et d'embarras. Certains commençaient à murmurer entre eux. D'autres se dirigeaient discrètement vers la sortie, préférant éviter la suite des événements. Sophie s'approcha de moi et me prit le bras. « Élise, peut-être que nous devrions nous calmer. » Je la repoussai fermement. Marc voulait un spectacle, il va en avoir un. Je me tournai vers l'assistance, haussant la voix pour m'assurer que tous m'entendent bien. Mes chers amis, vous venez d'assister à une belle leçon de vie. Vous avez vu comment certaines personnes peuvent porter un masque pendant des années, comment elles peuvent vous mentir avec un sourire, comment elles peuvent trahir ceux qui leur font confiance. Ma mère se leva et vint se placer à côté de moi. Son regard défiait quiconque aurait osé critiquer ma réaction. Sa présence me donnait une force supplémentaire. Mais vous avez aussi vu, continuai-je, comment la vérité finit toujours par éclater, comment la justice finit par triompher, comment ceux qui croient pouvoir impunément piétiner les autres se retrouvent parfois dans une situation inconfortable. Marc me regardait avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Il y avait de la peur dans ses yeux, mais aussi une sorte de respect involontaire. Il commençait à réaliser qu'il avait sous-estimé la femme qu'il avait épousée, qu'il avait pris ma discrétion pour de la faiblesse. Alors voilà, conclus-je en levant à nouveau mon verre. Je propose que nous portions un toast. Un toast à la vérité, à la justice et au nouveau commencement. À votre santé. Je bus mon champagne d'un trait, puis posai la flûte vide sur la table avec un claquement sec. Le son résonna dans le silence tendu qui s'était installé. C'est alors que la fête se transforma en quelque chose de complètement différent, en quelque chose que personne, pas même moi, n'avait anticipé. Ce qui se passa ensuite dépassa tout ce que j'aurais pu imaginer.
À peine avais-je terminé mon toast que Pierre, notre témoin de mariage, se leva brusquement, renversant au passage son verre de vin rouge qui se répandit sur la nappe blanche comme une tache de sang. « Maintenant, ça suffit !» s'exclama-t-il, sa voix tremblante de colère. « Marc, tu es mon ami depuis 20 ans, mais ce que tu fais ce soir est ignoble. » Tous les regards se tournèrent vers lui. Pierre était habituellement un homme calme et réservé, directeur d'une petite école primaire, père de 3 enfants. Le voir exploser ainsi était totalement inattendu. « Tu te souviens de ton discours lors de notre mariage ?» poursuivit-il, pointant un doigt accusateur vers Marc. « Tu as promis devant Dieu et devant nous tous de chérir Élise dans le bonheur et dans l'adversité, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et maintenant, tu organises cette farce. » Sophie se leva à son tour, les larmes aux yeux. « Pierre a raison. Comment peux-tu humilier Élise de cette façon? Comment peux-tu transformer nos retrouvailles en spectacle de cruauté ?» Marc tentait de reprendre le contrôle, mais la situation lui échappait complètement. « Écoutez, je comprends que ce soit difficile à accepter, mais Camille et moi. Camille et toi, vous auriez pu avoir la décence de gérer cette situation en privé, » l'interrompit brutalement Pierre. « Au lieu de ça, tu transformes notre soirée en règlement de compte public. » C'est à ce moment-là que ma collègue Isabelle, conservatrice au musée d'art moderne, prit la parole. « Élise, » dit-elle d'une voix claire, « je pense que tu devrais savoir quelque chose. » Tous les regards se tournèrent vers elle. Isabelle était une femme élégante d'une 50aine d'années, réputée pour sa discrétion et son professionnalisme. Si elle prenait la parole, c'est qu'elle avait quelque chose d'important à dire. Il y a 6 mois, quand Madame Mercier a rejoint le cabinet de Marc, elle est venue me voir à la galerie. Elle m'a dit qu'elle s'intéressait à l'art contemporain et qu'elle cherchait à investir. Isabelle marqua une pause, regardant directement Camille. Elle m'a posé beaucoup de questions sur ta situation financière, Élise, sur tes revenus, sur tes projets d'exposition, sur ta famille. J'ai trouvé cela étrange, mais je me suis dit qu'elle était peut-être simplement curieuse. Camille pâlit visiblement. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Oh, mais si, vous voyez très bien, répliqua Isabelle avec une autorité que je ne lui connaissais pas. Vous m'avez même demandé si Élise avait des chances d'hériter un jour. Vous m'avez parlé de sa grand-tante, cette vieille dame excentrique selon vos termes. Un murmure parcourut l'assistance. L'image de Camille, femme amoureuse et spontanée, commençait sérieusement à se fissurer. Vous étiez déjà en chasse, continua Isabelle, impitoyablement. Vous cherchiez à savoir si Marc était un bon parti financier. Et quand vous avez appris l'existence de l'héritage potentiel, vous avez accéléré vos manœuvres. Marc regarda Camille avec une expression de plus en plus troublée. Camille, qu'est-ce qu'elle raconte? Camille tenta de se défendre, mais sa voix manquait de conviction. Marc, tu sais bien que notre amour n'a rien à voir avec l'argent. Vraiment? Intervint alors Jean-Claude Dubois, notre ami banquier. Parce que moi, j'ai eu une conversation très intéressante avec Madame Mercier il y a 3 semaines. Elle m'a demandé des renseignements sur les procédures de divorce, sur le partage des biens, sur les droits de succession. Jean-Claude était un homme méticuleux et intègre dont la parole n'avait jamais été mise en doute. Son témoignage porta un coup fatal à la crédibilité de Camille. Elle voulait savoir, poursuivit-il, si l'héritage d'Élise pourrait être considéré comme un bien commun en cas de divorce. Je lui ai expliqué que cela dépendait des circonstances et de la date de l'héritage. Elle a pris des notes comme quelqu'un qui prépare un dossier. Cette fois, c'est Marc qui chancela. Il regardait Camille avec une expression d'incrédulité mêlée de dégoût. « Tu as fait des recherches sur notre situation financière, Marc ? » « Laisse-moi t'expliquer, » commença Camille, mais elle fut interrompue par un éclat de rire cristallin. Ma mère venait de se lever et applaudissait lentement, un sourire sardonique aux lèvres. « Bravo ! Quel magnifique spectacle ! Nous assistons à l'effondrement d'un château de cartes construit sur la cupidité et la manipulation. » Elle se tourna vers Marc avec un regard glacial. « Mon cher gendre, vous venez de découvrir que votre nouvelle dulcinée n'est pas seulement une briseuse de ménage, mais aussi une calculatrice qui voyait en vous un moyen d'accéder à l'héritage de ma fille. Comme c'est poétique. » L'atmosphère était devenue électrique. Les invités ne savaient plus où regarder, partagés entre la fascination pour ce déballage public et l'embarras de se retrouver témoin d'un tel naufrage. C'est alors que survint un événement qui allait transformer définitivement cette soirée. La sonnette d'entrée retentit,
stridente dans le silence tendu. Marc fronça les sourcils. Nous avons déjà tous nos invités. Pas tous, dis-je avec un sourire mystérieux. J'ai pris la liberté d'inviter quelques personnes supplémentaires. J'allais ouvrir la porte, laissant derrière moi un silence stupéfait. Sur le seuil se tenaient 3 personnes que personne n'attendait. Maître Fernandez, mon avocat, une femme d'une 40aine d'années au regard perçant et à l'allure professorale, et un homme plus jeune, élégant, que je ne connaissais pas. « Bonsoir, Élise » dit Maître Fernandez en entrant. « J'espère que nous ne sommes pas trop en retard pour les festivités. » Je fis les présentations. « Mes chers amis, permettez-moi de vous présenter Maître Fernandez, qui va s'occuper de la procédure de divorce. Madame Dubois, experte en évaluation d'œuvres d'art, qui va procéder à l'inventaire détaillé de l'héritage de ma grand-tante. Et Monsieur Rousseau, journaliste au Figaro, qui prépare un article sur les nouvelles formes de révélation publique des affaires privées. » Marc devint livide. « Un journaliste. Élise, tu n'as pas le droit. »« J'ai tous les droits, » répondis-je calmement. « Tu as voulu faire de notre rupture un spectacle public. Alors, autant que ce soit un spectacle complet, avec tous les acteurs nécessaires. » Maître Fernandez prit la parole, sa voix portant l'autorité de 30 ans d'expérience. « Monsieur Delacroix, je dois vous informer que ma cliente dispose d'un dossier extrêmement solide pour obtenir le divorce aux torts exclusifs. Adultère prouvé, humiliation publique, manquement grave au devoir du mariage. Vous risquez de perdre beaucoup plus que la moitié de vos biens. » Camille, qui jusqu'à présent tentait de maintenir sa dignité, explosa. « Tout ceci est ridicule. Marc, nous partons. »« Pas si vite, » intervint Madame Dubois en ouvrant sa mallette. « J'ai ici les documents officiels concernant l'héritage de Madame Marguerite Beaumont. L'estimation préliminaire que j'ai effectuée la semaine dernière révèle des chiffres intéressants. » Elle sortit une chemise cartonnée et en extirpa plusieurs photographies. Notamment cette toile de Monet, les Nymphéas de Giverny, série inconnue du grand public. Valeur estimée, 8 millions d'euros à elle seule. Un murmure d'admiration parcourut l'assistance. 8 millions pour une seule toile. L'héritage de ma grand-tante était encore plus important que je ne l'avais annoncé. Il y a également, poursuivit l'experte, 3 Picasso de la période bleue, 2 Cézanne, une série de dessins de Matisse et une collection de sculptures de Rodin. Au total, nous approchons les 25 millions d'euros. Cette fois, c'est l'assistance entière qui resta bouche bée. 25 millions. Camille regardait les photographies avec une expression de convoitise mal dissimulée, tandis que Marc semblait réaliser l'ampleur de ce qu'il venait de perdre. Mais le plus intéressant, continua Madame Dubois, c'est cette clause particulière du testament. Madame Beaumont avait prévu le cas où sa petite-nièce serait victime d'une séparation conflictuelle. Dans ce cas, l'héritage est assorti d'une donation supplémentaire de 5 millions d'euros, prélevée sur ses comptes bancaires en Suisse. 5 millions supplémentaires. J'avoue que cette information m'était inconnue. Ma grand-tante avait été encore plus prévoyante que je ne l'imaginais. 30 millions d'euros au total, résuma l'experte. Entièrement protégée par le testament, impossible à partager en cas de divorce. Madame Beaumont avait une piètre opinion des hommes qui abandonnent leur épouse pour des femmes plus jeunes. Le silence qui suivit fut assourdissant. Camille semblait sur le point de s'évanouir. Marc la regarda avec une expression de plus en plus froide, comme s'il commençait à comprendre qu'il avait été manipulé. C'est à ce moment-là que le journaliste prit la parole. « Monsieur Delacroix, accepteriez-vous de commenter cette situation pour notre journal ? Nos lecteurs sont toujours intéressés par les affaires de mœurs impliquant des personnalités du barreau parisien. » Marc se tourna vers moi avec une expression de pure haine. « Tu as tout planifié, n'est-ce pas ? Cette soirée, ces révélations, ces témoins. Tu savais tout depuis le début. » « Pas tout, admis-je. J'ai découvert votre liaison il y a 2 mois seulement, mais j'ai effectivement eu le temps de préparer ma réponse. Tu vois, Marc, contrairement à toi, je ne crois pas que la spontanéité soit toujours la meilleure stratégie. Parfois, il vaut mieux réfléchir, planifier, anticiper. » Je me tournai vers Camille. « Quant à vous, chère Camille, j'espère que vous réalisez que votre stratégie a échoué. Non seulement vous n'aurez jamais accès à mon héritage, mais vous vous retrouvez avec un homme qui vient de perdre sa réputation, sa crédibilité et probablement la moitié de ses biens, sans compter qu'il sait maintenant que vous ne l'avez approché que par intérêt. » Camille me regardait avec une haine pure. « Tu crois que tu as gagné ?
Tu crois que Marc va revenir vers toi après cette humiliation? Revenir vers moi? Je ne pus m'empêcher de rire. Mais je ne veux pas qu'il revienne. Vous me rendez service, en fait. Vous m'avez débarrassé d'un mari menteur et infidèle. Vous pouvez le garder. C'est à ce moment-là que Pierre se leva à nouveau, mais cette fois pour applaudir. Bravo, Élise. Voilà enfin une femme qui sait se défendre. Sophie se joignit à lui, puis ma mère, puis Jean-Claude, puis Isabelle. Progressivement, presque tous les invités se levèrent pour m'applaudir. Seuls Marc et Camille restèrent assis, figés dans leur humiliation. Mes chers amis, dis-je quand les applaudissements se calmèrent, je vous remercie pour votre soutien, mais cette soirée n'est pas terminée. Car voyez-vous, j'ai encore quelques surprises en réserve. Je me dirigeai vers le bar et sortis une bouteille de champagne millésimée que j'avais cachée derrière les autres. Ce champagne, annonçai-je, était destiné à célébrer nos 20 ans de mariage, mais je pense qu'il sera bien mieux utilisé pour fêter ma libération. Le bouchon sauta avec un pop joyeux et je remplis les verres de ceux qui acceptèrent de trinquer avec moi. Marc et Camille étaient maintenant complètement isolés. Personne ne leur adressait plus la parole. Un toast à la liberté, à la vérité et à ceux qui savent reconnaître leurs vrais amis. Cette fois, l'ambiance avait complètement changé. Les invités buvaient et riaient, commentant les révélations de la soirée. Certains venaient me féliciter pour ma prestance, d'autres me demandaient des conseils pour leurs propres problèmes conjugaux. Ma mère s'approcha de moi et me prit dans ses bras. « Ma chérie, murmura-t-elle à mon oreille, tu es magnifique. Ton père aurait été fier de toi. » Ces mots me touchèrent profondément. Mon père était mort quand j'avais 15 ans et j'avais toujours eu l'impression de ne pas avoir été à la hauteur de ses attentes. Savoir que ma mère pensait qu'il aurait été fier de moi ce soir me donnait une satisfaction immense. Maître Fernandez s'approcha. « Élise, nous devons discuter de la procédure. Avec tous les éléments que nous avons réunis ce soir, nous pouvons obtenir le divorce en quelques mois et les dommages et intérêts risquent d'être conséquents. » « Parfait, répondis-je. Plus vite ce sera réglé, mieux ce sera. » C'est alors que Marc se leva brusquement. « Camille, nous partons, » aboya-t-il. Camille le suivit sans un mot, visiblement effondré. Ils se dirigèrent vers la sortie sous le regard des invités. Mais juste avant de franchir la porte, Marc se retourna. « Tu crois que tu as gagné, Élise » cracha-t-il. « Tu crois que cette mascarade va changer quelque chose? Je ne t'aimais plus. Tu étais devenue ennuyeuse, prévisible, sans passion. Et toi, répondis-je calmement, tu es devenu menteur, lâche et cupide. Entre nous deux, qui a le plus changé? » Il claqua la porte si violemment que les verres tremblèrent sur la table. Un silence gêné s'installa quelques secondes, puis Sophie déclara « Bon débarras !» Et tout le monde éclata de rire. La soirée se poursuivit dans une ambiance de plus en plus détendue. Les invités semblaient avoir oublié le malaise du début et profitaient maintenant pleinement de la fête. Certains me racontaient leurs propres déboires conjugaux, d'autres me félicitaient pour ma réaction. Vers minuit, alors que les derniers invités s'apprêtaient à partir, le journaliste s'approcha de moi. « Madame Delacroix, j'aimerais vous proposer quelque chose. Votre histoire est fascinante, mais je pense qu'elle mérite mieux qu'un simple article de presse. Accepteriez-vous de participer à une émission de télévision? » Je réfléchis quelques instants. Quel genre d'émission? Une émission sur les femmes qui ont su rebondir après une trahison conjugale. Votre témoignage pourrait aider d'autres femmes dans votre situation. L'idée m'intrigua. Aider d'autres femmes qui traversaient la même épreuve que moi. Pourquoi pas? J'y réfléchirai, dis-je. Donnez-moi vos coordonnées. Une fois tous les invités partis, je me retrouvai seule avec ma mère et Sophie. Nous nous installâmes dans le salon, sirotant les dernières gouttes de champagne. « Alors, » demanda Sophie, « qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Je regardais autour de moi cette maison qui avait été la nôtre pendant 15 ans, ces meubles que nous avions choisis ensemble, ces photos qui racontaient notre histoire commune. Tout cela appartenait désormais au passé. « Je vais refaire ma vie, » dis-je simplement. J'ai 40 ans, une fortune considérable et toute la vie devant moi. Je vais ouvrir la galerie d'art dont je rêve depuis toujours. Je vais voyager, découvrir le monde, rencontrer de nouvelles personnes. Je vais vivre, enfin. Ma mère sourit. Et l'amour? Tu n'y crois plus. L'amour. Je réfléchis à sa question. Je pense que je vais d'abord apprendre à m'aimer moi-même,
à être heureuse seule. Et puis, qui sait? Peut-être que quelqu'un de bien croisera ma route. Quelqu'un d'honnête, de respectueux, de loyal. Quelqu'un de complètement différent de Marc, ajouta Sophie avec un sourire malicieux. Complètement différent, confirmai-je. Nous terminâmes la soirée en échafaudant des projets pour l'avenir. Ma mère parlait de voyages que nous pourrions faire ensemble. Sophie suggérait des destinations exotiques et moi, je rêvais de cette nouvelle vie qui s'ouvrait devant moi. Mais ce que nous ne savions pas, c'est que cette soirée n'était que le début d'une aventure bien plus complexe que nous ne l'imaginions, car Marc et Camille n'allaient pas en rester là. Et les révélations de cette soirée allaient déclencher une série d'événements que personne n'avait prévus. Dehors, la nuit était tombée, mais pour moi, c'était l'aube d'une nouvelle vie qui se levait. Les 3 semaines qui suivirent cette soirée mémorable furent un tourbillon d'activités que je n'aurais jamais imaginé vivre. Dès le lendemain matin, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des journalistes, des producteurs de télévision, des avocats, des experts en art et même des éditeurs qui souhaitaient que j'écrive un livre sur mon expérience. L'article du Figaro était paru 2 jours après la fête, accompagné d'une photo de Marc et Camille quittant précipitamment la soirée. Le titre était éloquent. Quand la vengeance se serre froide, une épouse trompée transforme son humiliation en triomphe. L'article avait fait le tour des réseaux sociaux, générant des milliers de commentaires et de partages. J'étais devenue du jour au lendemain une figure publique. Ce matin-là, j'étais dans mon bureau de la galerie d'art, tentant de rattraper le retard accumulé dans mes dossiers, quand Isabelle fit irruption, le visage rayonnant. « Élise, tu ne vas pas croire ce qui vient de se passer. » Je levai les yeux de mes factures, intriguée par son excitation. « Quoi donc ? » Je viens de recevoir un appel de François Moreau, le directeur du Centre Pompidou. Il veut te rencontrer. Il a lu l'article sur l'héritage de ta grand-tante et il souhaite organiser une exposition exceptionnelle autour de sa collection. François Moreau, le nom résonnait dans le monde de l'art comme celui d'un dieu. Obtenir son attention était le rêve de tout galeriste. Une exposition au Centre Pompidou ? Répétai-je, n'osant y croire. Une exposition qui pourrait révolutionner ta carrière. Il m'a dit qu'il n'avait jamais vu une collection privée aussi exceptionnelle. Apparemment, certaines œuvres de ta grand-tante étaient données pour perdues depuis des décennies. Cette nouvelle me fit l'effet d'une bombe. Ma grand-tante Marguerite avait toujours été discrète sur l'origine de sa collection. Je savais qu'elle avait beaucoup voyagé dans sa jeunesse, qu'elle avait vécu à Paris dans les années 1950 et 1960, fréquentant les milieux artistiques de Montparnasse. Mais je n'avais jamais imaginé qu'elle possédait des œuvres d'une telle importance. Mon téléphone sonna. C'était Maître Fernandez. « Élise, j'ai du nouveau. Marc vient de me contacter par l'intermédiaire de son avocat. Il souhaite négocier. » Négocier quoi ? Il n'a rien à négocier. Il est en tort. Les preuves sont accablantes. Justement, c'est ce qui l'inquiète. Il propose de renoncer à toute revendication sur vos biens communs en échange de votre silence sur certains aspects de l'affaire. Quels aspects ? Il semblerait que votre mari ait quelques squelettes dans ses placards professionnels. Des conflits d'intérêts, des arrangements douteux avec certains clients. Rien d'illégal, mais suffisamment compromettant pour ternir sa réputation au barreau. Cette révélation ne me surprenait qu'à moitié. Marc avait toujours été ambitieux, parfois au détriment de l'éthique, mais j'ignorais qu'il avait franchi certaines lignes. Et Camille, qu'est-ce qu'elle devient dans tout ça ? Maître Fernandez eut un petit rire. Ah, c'est la partie la plus savoureuse. Il semblerait que mademoiselle Mercier ait eu quelques révélations sur son passé. Marc a découvert qu'elle était encore mariée. Son divorce n'a jamais été prononcé. Elle vivait en situation de bigamie de fait. Quoi ? M'exclamai-je, manquant de renverser ma tasse de café. De plus, son mari légitime, un certain Robert Mercier, est revenu de mission à l'étranger plus tôt que prévu. Il a découvert la liaison et menace de porter plainte contre Marc pour adultère et détournement d'épouse. La situation devenait de plus en plus rocambolesque. Marc, qui croyait avoir trouvé l'amour de sa vie, découvrait qu'il s'était fait manipuler par une femme mariée qui n'avait même pas pris la peine de divorcer. Il y a autre chose, continua l'avocat. Monsieur Mercier est colonel dans l'armée de terre et il n'a pas du tout apprécié de découvrir que sa femme fréquentait un avocat parisien. Il a des relations dans la magistrature militaire et civile. La carrière de Marc risque de prendre un sérieux coup. Je ne pus m'empêcher de sourire. La justice avait parfois un sens de l'humour exquis.
Que proposez-vous? Nous acceptons sa proposition. Il renonce à tout et nous gardons le silence sur ces petits arrangements professionnels. De toute façon, avec l'héritage de votre grand-tante, vous n'avez pas besoin de ses biens. Parfait. Réglez ça au plus vite. Je veux en finir avec cette histoire. Après avoir raccroché, je restai quelques minutes à réfléchir. En l'espace de 3 semaines, ma vie avait complètement basculé. De femme trompée et humiliée, j'étais devenue une héritière millionnaire sur le point d'organiser une exposition au Centre Pompidou. Le destin avait parfois d'étranges revirements. L'après-midi même, je me rendis au rendez-vous que François Moreau m'avait fixé dans son bureau du Centre Pompidou. L'homme était plus jeune que je ne l'avais imaginé, la quarantaine élégante, avec ce mélange d'intelligence et de charisme qui caractérise les grands professionnels de l'art. « Madame Delacroix », me dit-il en me serrant la main. « Votre grand-tante était une femme remarquable. J'ai eu l'occasion de la rencontrer à plusieurs reprises dans les années 1980. Elle avait un œil exceptionnel. Vous l'avez connue? » Oh oui. Marguerite Beaumont était une figure légendaire du milieu artistique parisien. Elle avait cette capacité unique à dénicher les talents avant tout le monde, à acheter des œuvres qui devenaient ensuite des chefs-d'œuvre reconnus. Il m'invita à m'asseoir et sortit un épais dossier. J'ai fait quelques recherches sur sa collection depuis notre conversation téléphonique. Ce que nous avons découvert dépasse tout ce que nous pouvions imaginer. Il ouvrit le dossier et en sortit plusieurs photographies. Ce Monet, par exemple, il fait partie d'une série de 15 toiles sur les nymphéas que l'on croyait détruites pendant la guerre. Votre grand-tante en possédait 3. Elles sont les seules survivantes de cette série. Je regardais les photographies avec émerveillement. Ces toiles avaient décoré le salon de ma grand-tante pendant des années, et je les avais contemplées sans jamais imaginer leur valeur historique. Et ces Picasso, continua François, appartiennent à la période la plus créative de l'artiste. Votre grand-tante les avait achetées directement à l'atelier dans les années 1960. Elle était amie avec Picasso. Amie avec Picasso? Répétai-je, stupéfaite. Plus qu'amie, à ce qu'il paraît. Il y a eu une liaison entre eux dans les années 1950. Rien d'officiel, évidemment, Picasso était marié, mais suffisamment proche pour qu'il lui offre plusieurs œuvres en témoignage de leur amitié. Cette révélation me laissa sans voix. Ma grand-tante Marguerite, que je connaissais comme une vieille dame excentrique mais discrète, avait eu une liaison avec l'un des plus grands artistes du XXe siècle. Il y a encore mieux, dit François avec un sourire mystérieux. Nous avons retrouvé dans les archives de Picasso plusieurs lettres qu'elle lui avait écrites, des lettres d'amour, d'une beauté et d'une intelligence exceptionnelles. Avec votre autorisation, nous aimerions les exposer en même temps que les œuvres. Des lettres d'amour? Murmurai-je, essayant d'imaginer ma grand-tante en femme passionnée. L'exposition que nous envisageons serait consacrée aux femmes qui ont inspiré les grands artistes du XXe siècle. Votre grand-tante y aurait une place d'honneur. Ce serait un événement majeur qui attirerait des visiteurs du monde entier. L'ampleur du projet me donnait le vertige. Et financièrement? Demandai-je, pragmatique. Les droits d'exposition, les assurances, les catalogues. Nous parlons de plusieurs millions d'euros de revenus, sans compter l'impact sur la valeur de la collection elle-même. Après une telle exposition, certaines œuvres pourraient voir leur estimation doubler. Je quittai le Centre Pompidou dans un état de surexcitation inouïe. Non seulement j'allais devenir encore plus riche, mais j'allais aussi participer à un événement culturel majeur. Ma grand-tante, qui avait toujours été discrète sur son passé, allait enfin recevoir la reconnaissance qu'elle méritait. En rentrant chez moi, je trouvai un message de Sophie sur mon répondeur. Sa voix était tendue. « Élise, rappelle-moi dès que tu peux. Il y a du nouveau avec Marc et Camille. Du très nouveau. » Je la rappelai immédiatement. « Élise, tu ne vas pas croire ce qui vient de se passer. »« Quoi encore ? » ?»« Marc est à l'hôpital. »« À l'hôpital ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? » ?»« Il s'est fait tabasser par le mari de Camille. Le colonel Mercier l'a retrouvé à la sortie de son cabinet et lui a cassé le nez. »« Mon Dieu ! Il va bien physiquement. »« Oui, quelques points de suture, un nez cassé, rien de grave. Mais professionnellement, c'est la catastrophe. » La scène s'est déroulée devant plusieurs témoins, dont des journalistes. Les photos de Marc avec le visage tuméfié sont déjà sur Internet. Je raccrochai en me sentant partagé entre la satisfaction et une forme de pitié. Marc avait voulu jouer avec le feu.
Il s'était brûlé, mais je n'éprouvais aucune joie à le voir ainsi humilié. Le lendemain matin, je reçus un appel inattendu. C'était Camille. Élise, c'est Camille. Il faut que je te parle. Sa voix était brisée, mais reconnaissable. Que veux-tu? Je voudrais te voir, pour m'excuser, pour tout expliquer. M'expliquer quoi? Que tu as séduit mon mari pour son argent, que tu as menti sur ta situation matrimoniale, que tu as organisé cette mascarade avec lui pour m'humilier. C'est plus compliqué que ça. S'il te plaît, accorde-moi 1 heure. Après, tu ne me reverras jamais. Quelque chose dans sa voix, une détresse authentique, me fit accepter. Nous nous donnâmes rendez-vous dans un café discret du 16e arrondissement. Quand je la vis arriver, je fus frappé par sa transformation. La femme élégante et sûre d'elle de la soirée avait laissé place à une femme brisée, vieillie de 10 ans en quelques semaines. Elle portait un jean et un pull-over sombre. Ses cheveux étaient négligés, ses yeux rougis par les larmes. « Merci d'être venue, dit-elle en s'asseyant face à moi. Je t'écoute. Elle prit une profonde inspiration. Tu as raison. Au début, c'était calculé. Quand j'ai rejoint le cabinet, j'ai immédiatement repéré Marc comme un bon parti, marié mais visiblement pas heureux en ménage, riche, influent, séduisant. Sa franchise me surprit. Pourquoi me dire ça? Parce que les choses ont changé. Elle leva les yeux vers moi et j'y lus une sincérité troublante. Je suis tombée amoureuse, vraiment amoureuse, pour la première fois de ma vie. Amoureuse de Marc. Oui. Au début, c'était du calcul. Mais au fil des semaines, des mois, j'ai découvert un homme différent de celui que je croyais connaître. Sensible, drôle, passionné. Il me parlait de ses rêves, de ses doutes, de ses peurs. Elle marqua une pause et essuya une larme. Il me parlait aussi de toi, de votre mariage qui s'enlisait, de cette distance qui s'était installée entre vous. Il souffrait, Élise. Il souffrait vraiment. Ces mots me firent mal. Était-il possible que Marc ait réellement souffert de l'état de notre mariage? Avions-nous tous les deux failli sans nous en rendre compte? Et ton mari? Demandai-je. Robert. Elle eut un sourire amer. Notre mariage était un échec depuis longtemps. Il partait en mission 6 mois par an. Nous n'avions plus rien à nous dire quand il était là. J'aurais dû divorcer depuis longtemps, mais l'armée, tu sais, c'est un milieu conservateur. Un divorce aurait nui à sa carrière. Alors, tu as préféré le tromper. Je ne suis pas fière de mes choix, mais avec Marc, j'ai eu l'impression de revivre, de redécouvrir ce que pouvait être l'amour. Elle se pencha vers moi, ses yeux suppliants. Cette soirée, cette mise en scène, ce n'était pas mon idée. Marc voulait faire les choses proprement, te parler en privé, organiser une séparation à l'amiable. C'est moi qui ai insisté pour cette annonce publique. Pourquoi? Parce que j'avais peur qu'il change d'avis, qu'il recule au dernier moment. Je voulais brûler les ponts, rendre le retour en arrière impossible. Elle baissa la tête, honteuse. J'ai manipulé Marc autant que je vous ai manipulé, toi et les invités. Cette confession me bouleversa. Camille n'était pas seulement la briseuse de ménage cupide que j'avais imaginée. C'était une femme qui avait aimé et qui avait eu peur de perdre cet amour. Et maintenant? Demandai-je. Maintenant, tout s'effondre. Robert refuse le divorce. Il menace de détruire la carrière de Marc s'il ne me quitte pas. Et Marc? Sa voix se brisa. Marc me reproche d'avoir détruit sa vie. Il dit que si je lui avais dit la vérité sur ma situation, il n'aurait jamais quitté sa femme. Et tu le crois? Je ne sais plus. Peut-être qu'il a raison. Peut-être que tout ça n'était qu'une illusion. Nous restâmes silencieuses quelques minutes, chacune perdue dans ses pensées. Puis Camille reprit la parole. Il y a autre chose que tu dois savoir. Marc, il t'aime encore. Ces mots me troublèrent profondément. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de cette information? Rien. Je voulais juste que tu le saches. Que vous sachiez tous les deux que votre histoire ne s'est peut-être pas terminée comme elle aurait dû. Elle se leva, sortit un billet de son portefeuille et le posa sur la table. Je pars, Élise. Je retourne dans ma famille en province. Je vais essayer de reconstruire ma vie, loin de tout ça. Et Marc? Marc doit faire ses propres choix, comme toi, comme nous tous. Elle hésita un instant, puis ajouta, pour ce que ça vaut, je te demande pardon.
Tu ne méritais pas ce qu'on t'a fait subir. Tu es une femme bien, Élise. Marc a eu de la chance de t'avoir dans sa vie. Elle partit sans se retourner, me laissant seule avec mes pensées confuses et contradictoires. Ce soir-là, je rentrais chez moi troublée par cette conversation. Pour la première fois depuis la fameuse soirée, je me retrouvais face à des questions qui n'avaient pas de réponse simple. Camille avait-elle dit la vérité? Marc m'aimait-il encore? Et moi, que ressentais-je vraiment pour lui? Je montai dans notre ancienne chambre, celle que j'avais désertée depuis qu'il était parti. Ses affaires étaient toujours là, dans la penderie, sur la commode. Son parfum flottait encore dans l'air. 15 années de vie commune ne s'effacent pas en quelques semaines. Je m'assis sur le lit et pris la photo de notre mariage qui trônait sur la table de chevet. Nous étions si jeunes, si heureux, si convaincus que notre amour durerait toujours. Qu'est-ce qui avait mal tourné? Quand avions-nous cessé de nous regarder, de nous écouter, de nous désirer? Mon téléphone sonna. C'était ma mère. Ma chérie, comment vas-tu? Ça va, maman. Et toi? Tout va bien. Tu en es sûre? Tu as une voix bizarre. Ma mère me connaissait trop bien. J'ai vu Camille aujourd'hui. Elle voulait s'excuser, et j'ai l'impression que rien n'est aussi simple que je le croyais. Il y eut un silence. Puis ma mère soupira. Ma chérie, la vie n'est jamais simple. Les gens ne sont jamais entièrement bons ou entièrement mauvais. Marc t'a fait du mal, c'est indéniable. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est qu'un monstre. Tu penses que j'ai été trop dure avec lui. Je pense que tu as réagi comme n'importe quelle femme blessée et humiliée l'aurait fait. Maintenant, la question est, que veux-tu pour ton avenir? C'était effectivement la question essentielle. Que voulais-je? Continuer cette guerre jusqu'à l'anéantissement total de Marc ou essayer de comprendre ce qui s'était réellement passé entre nous? Maman, demandai-je, comment fait-on pour pardonner? On commence par essayer de comprendre. Et puis on décide si la personne mérite une seconde chance. Après avoir raccroché, je restai longtemps éveillée, tournant et retournant ces questions dans ma tête. La nuit promettait d'être longue et les jours suivants allaient m'apporter des révélations encore plus surprenantes. Le lendemain de ma conversation avec Camille, je me réveillai avec une résolution nouvelle. Il était temps de mettre de l'ordre dans ma vie, de prendre les décisions qui s'imposaient. Je ne pouvais pas rester indéfiniment dans cet entre-deux, partagé entre la colère et la confusion. Je commençai par appeler François Moreau pour confirmer mon accord concernant l'exposition. Sa joie fut communicative. Excellent! Nous allons pouvoir annoncer officiellement l'événement. Marguerite et les Maîtres, une collection d'exception ouvrira ses portes en septembre prochain. Ce sera l'exposition de l'année. Ensuite, je contactai un agent immobilier pour mettre la maison en vente. Cette demeure du 16e arrondissement avait été notre cocon pendant 15 ans, mais elle était désormais trop chargée de souvenirs. Il était temps de tourner la page. Avec la notoriété actuelle de l'affaire, me dit l'agent avec un sourire commercial, nous devrions obtenir un excellent prix. Les acheteurs aiment les maisons avec une histoire. L'ironie de la situation ne m'échappa pas. Marc et moi avions transformé notre rupture en spectacle public, et maintenant même notre maison profitait de cette célébrité douteuse. En milieu d'après-midi, Maître Fernandez m'appela avec des nouvelles qui allaient changer le cours de cette histoire. Élise, j'ai reçu une demande très inhabituelle. Marc souhaite vous rencontrer en privé. Pourquoi faire? Il ne veut pas me le dire. Il insiste pour vous parler directement. Je réfléchis quelques instants. Après ma conversation avec Camille, j'avoue que j'étais curieuse d'entendre la version de Marc. D'accord, mais dans un lieu neutre et en votre présence. Parfait, je vais organiser ça. Le rendez-vous fut fixé pour le surlendemain dans les bureaux de Maître Fernandez. En arrivant, je découvris un Marc que je ne reconnaissais pas. Son visage portait encore les traces de sa rencontre avec le colonel Mercier, mais ce n'était pas seulement ses blessures physiques qui l'avaient changé. Il avait perdu cette assurance arrogante qui le caractérisait. Il semblait diminuer. « Bonjour, Élise, dit-il en se levant à mon entrée. « Marc. » Nous nous installâmes de part et d'autre du bureau de l'avocat, comme deux adversaires avant un combat. Mais l'atmosphère n'était pas belliqueuse. Elle était plutôt empreinte d'une tristesse résignée. « Je voulais te parler, » commença Marc, « parce que j'ai réalisé que cette situation était devenue absurde. Nous nous détruisons mutuellement. » Et pourquoi? Tu me demandes pourquoi?
Ma voix était plus calme que je ne l'aurais cru. Tu m'as humilié publiquement, Marc. Tu as transformé notre rupture en spectacle de cirque. Je sais et je le regrette. Il passa une main dans ses cheveux, un geste que je lui connaissais depuis toujours quand il était nerveux. Cette soirée, c'était une erreur monumentale. Une erreur. C'était calculé, prémédité. Non. Enfin, si, mais c'est compliqué. Il regarda maître Fernandez, puis moi. Camille t'a dit qu'elle t'avait vu. Oui, elle m'a raconté sa version des faits. Alors, tu sais que cette mise en scène était son idée. Moi, je voulais simplement qu'on se sépare dignement, qu'on trouve un arrangement à l'amiable. Et tu t'es laissé manipuler. L'avocat brillant que j'avais épousé s'était fait embobiner par sa maîtresse. Marc eut un sourire amer. Tu as raison d'être sarcastique. J'ai été stupide, aveuglée par l'illusion de revivre une passion que je croyais perdue. Et maintenant, Camille m'a dit qu'elle partait. Elle est déjà partie, retournée chez sa sœur en Bretagne. Son mari lui a laissé le choix, soit elle disparaissait de ma vie, soit il détruisait ma carrière. Marc eut un rire sans joie, comme si sa carrière n'était pas déjà détruite. Qu'est-ce que tu veux dire? Maître Fernandez intervint. Marc a des problèmes au barreau. L'affaire a fait du bruit et certains de ses arrangements passés remontent à la surface. Des arrangements qui n'étaient pas illégaux mais qui étaient limites. Je risquais la suspension, au minimum. Je suis désolé. Ne sois pas désolé, c'est mérité. Il me regarda droit dans les yeux. Élise, je voulais te dire que tu as eu raison de te défendre. Cette soirée était ignoble et tu as été magnifique. Cette reconnaissance inattendue me toucha plus que je ne l'aurais voulu. Pourquoi tu me dis ça? Parce que j'ai eu le temps de réfléchir ces dernières semaines. À nous, à ce qu'on a vécu, à ce qu'on a détruit. Il marqua une pause. Tu sais ce qui me fait le plus mal? Ce n'est pas d'avoir perdu Camille, ni même de voir ma carrière s'effondrer. C'est d'avoir perdu ton respect. Ces mots me bouleversèrent. Marc n'avait jamais été très démonstratif. Mais là, dans cette confession, je retrouvais l'homme que j'avais aimé. Marc, laisse-moi finir, s'il te plaît. Il prit une profonde inspiration. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne te demande pas de me reprendre. Je te demande juste de ne pas me haïr pour le restant de nos vies. Le silence qui suivit fut long et chargé d'émotions. Puis Marc reprit la parole. Il y a autre chose. Quelque chose que tu dois savoir avant qu'on règle définitivement cette histoire. Il sortit une enveloppe de sa veste et la posa sur le bureau. Qu'est-ce que c'est? Demandai-je. Des lettres. Des lettres que ta grand-tante m'avait envoyées. Ma grand-tante t'avait écrit. Oui. Juste avant sa mort. Elle avait deviné que notre mariage battait de l'aile. Elle me mettait en garde contre les erreurs que j'étais en train de commettre. J'ouvris l'enveloppe d'une main tremblante. Il y avait 3 lettres écrites de la main élégante de ma grand-tante. La première était datée de 6 mois avant sa mort. Mon cher Marc, j'observe ma petite nièce depuis quelques semaines et je vois dans ses yeux cette tristesse que je connais bien. C'est la tristesse de la femme qui sent que l'homme qu'elle aime s'éloigne d'elle. Je vous écris parce que j'ai commis cette erreur autrefois avec l'homme de ma vie. J'ai laissé l'orgueil et l'incompréhension détruire le plus beau que j'ai jamais vécu. Ne faites pas la même erreur. La deuxième lettre était plus récente. Mon cher Marc, Élise ne me dit rien, mais je vois bien qu'il y a quelqu'un d'autre. Je ne vous juge pas. L'amour est imprévisible, incontrôlable, mais je vous supplie de traiter Élise avec le respect qu'elle mérite. Elle vous aime encore, même si elle ne sait plus comment vous le dire. La troisième lettre était datée d'une semaine avant sa mort. Mon cher Marc, je sens que mon heure approche. Si vous lisez cette lettre, c'est que vous avez fait le choix de quitter Élise. J'espère que vous l'avez fait avec dignité et respect. Ma petite nièce est une femme exceptionnelle. Elle mérite d'être heureuse, avec ou sans vous. Prenez soin d'elle, même de loin. Et si un jour vous réalisez votre erreur, n'hésitez pas à la lui dire. L'orgueil est le poison de l'amour. Marguerite. Les larmes coulèrent sur mes joues sans que je puisse les retenir. Ma grand-tante avait tout compris, tout anticipé. Même dans la mort, elle continuait à veiller sur moi. Pourquoi tu ne m'as jamais montré ces lettres? Demandai-je. Parce que j'étais en colère contre elle, contre toi, contre moi-même. J'avais l'impression qu'elle se mêlait de notre vie privée. Marc baissa la tête. Maintenant,
Je réalise qu'elle essayait juste de nous sauver. Je repliai soigneusement les lettres et les remis dans l'enveloppe. Tu crois qu'on aurait pu éviter tout ça? Je ne sais pas. Peut-être si j'avais été moins orgueilleux, moins lâche, si tu avais été moins distante, moins dans le contrôle, si nous avions su nous parler au lieu de nous observer en silence. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Marc me regarda avec une intensité que je ne lui avais pas vue depuis longtemps. Maintenant, on tire les leçons de nos erreurs, on se pardonne mutuellement et on se construit chacun une nouvelle vie. Tu penses qu'on peut encore être amis? J'aimerais bien, mais il faudra du temps, beaucoup de temps. Maître Fernandez, qui était resté silencieux pendant cet échange, prit la parole. Si vous le souhaitez tous les deux, nous pouvons organiser un divorce par consentement mutuel, plus rapide, moins conflictuel. Je regardai Marc. Tu es d'accord? Oui. Et je renonce à toute revendication financière. Tu garderas tout. C'est la moindre des choses, Marc. L'héritage de ma grand-tante me concerne, pas toi. Tu l'as eu grâce à ton lien avec elle, pas grâce à notre mariage. Nous nous levâmes tous les trois. Marc s'approcha de moi, hésitant. Est-ce que je peux? Je compris qu'il voulait m'embrasser comme on embrasse un ami qu'on ne reverra pas de sitôt. J'acquiesçai. Il déposa un baiser léger sur ma joue et murmura à mon oreille. Sois heureuse, Élise, tu le mérites. Puis il partit, me laissant seule avec maître Fernandez et mes émotions contradictoires. Vous avez fait le bon choix, me dit l'avocat. Cette réconciliation finale vous permettra à tous les deux de repartir sur de meilleures bases. Les mois qui suivirent furent un tourbillon de nouveautés et de découvertes. L'exposition Marguerite et les maîtres fut un succès retentissant. Les files d'attente s'étendaient sur plusieurs centaines de mètres devant le centre Pompidou. Les lettres d'amour entre ma grand-tante et Picasso faisaient sensation, révélant une facette inconnue de l'artiste. Je fis la couverture de plusieurs magazines d'art et des collectionneurs du monde entier me contactèrent pour acheter des pièces de la collection, mais je refusai la plupart des offres. Cette collection était l'héritage de ma grand-tante, le témoignage de sa vie extraordinaire. Elle méritait d'être préservée dans son intégralité. Je décidai finalement de créer une fondation qui porterait son nom, destinée à soutenir les jeunes artistes et à promouvoir l'art contemporain. La plus grande partie de ma fortune y serait consacrée. Ma nouvelle vie prit forme progressivement. J'achetai un appartement avec terrasse près du centre Pompidou. Je voyageai. Je rencontrai de nouvelles personnes. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais libre et épanouie. 6 mois après notre divorce, je reçus une lettre de Marc. Il m'annonçait qu'il quittait Paris pour s'installer en province où il avait trouvé un poste dans un petit cabinet. Il me remerciait pour la dignité avec laquelle j'avais géré les derniers mois de notre relation et me souhaitait tout le bonheur du monde. J'ai beaucoup appris sur moi-même ces derniers mois, écrivait-il. J'ai compris que le bonheur ne se trouve pas dans la fuite en avant, mais dans l'acceptation de ce qu'on est vraiment. Je ne regrette pas notre histoire, Élise. Elle m'a rendu heureux pendant 15 ans et elle m'a appris à devenir un homme meilleur. J'espère qu'un jour, quand la douleur sera apaisée, nous pourrons nous souvenir de nos belles années sans amertume. Cette lettre me fit pleurer, mais de bonnes larmes. Des larmes de réconciliation avec le passé, d'acceptation du présent et d'espoir pour l'avenir. 1 an après la fameuse soirée, je reçus un appel inattendu. C'était Camille. Élise, c'est Camille. J'espère que je ne te dérange pas. Non, pas du tout. Comment vas-tu? Bien, très bien en fait. J'ai divorcé de Robert. J'ai repris mes études d'art et je vais ouvrir une petite galerie en Bretagne. Elle marqua une pause. Je voulais te remercier. Me remercier? Pour t'avoir ouvert les yeux cette soirée. Pour ta réaction. Ça m'a fait comprendre que je ne pouvais pas continuer à vivre dans le mensonge. J'ai mis de l'ordre dans ma vie et maintenant je suis enfin heureuse, vraiment heureuse. Je suis contente pour toi. Il y a autre chose. J'ai revu Marc il y a quelques semaines. Mon cœur se serra légèrement. Ah! Il va bien. Il a l'air apaisé. Il m'a dit qu'il t'avait écrit, que tu avais répondu avec bienveillance. Elle hésita. Il m'a dit aussi qu'il ne t'avait jamais cessé d'aimer. Cette révélation me troubla. Pourquoi tu me dis ça? Parce que la vie est courte et que l'amour vrai est rare. Peut-être que vous ne pourrez jamais redevenir un couple, mais peut-être que vous pourriez redevenir amis, de vrais amis. Après cette conversation, je passai plusieurs jours à réfléchir. Marc et moi,
Avions-nous raté quelque chose? Aurions-nous pu sauver notre mariage si nous avions su communiquer différemment? Finalement, je décidai de lui écrire une longue lettre où je lui parlais de ma nouvelle vie, de mes projets, de mes espoirs. Je lui racontais aussi mes questionnements sur notre histoire commune, mes regrets et mes réconciliations avec le passé. Sa réponse arriva 2 semaines plus tard. Elle était empreinte de la même sincérité que la mienne. Il me parlait de sa vie en province, de sa nouvelle façon de voir l'existence, de sa paix retrouvée. Nous avons vécu une belle histoire, Élise, écrivait-il. Elle s'est mal terminée, mais elle a été belle. Et peut-être que c'est ça, la sagesse, savoir accepter que certaines histoires ont une fin, même quand on les aime encore. Nous avons continué à correspondre sporadiquement. Nos lettres étaient devenues plus légères, pleines d'anecdotes sur nos vies respectives, de réflexions sur l'art, la littérature, la politique. Nous redevenions lentement des amis. 2 ans après notre divorce, je le rencontrai par hasard dans une librairie de Saint-Germain-des-Prés. Il était venu à Paris pour affaires. Nous prîmes un café ensemble, parlâmes comme 2 vieux amis qui se retrouvent après une longue séparation. Il avait changé. Il était plus paisible, moins tendu. Il me dit qu'il avait rencontré quelqu'un, une institutrice de son village, une femme simple et douce qui lui avait redonné le goût de la vie de famille. « Et toi ?» me demanda-t-il. « Quelqu'un dans ta vie ?» « Pas encore, répondis-je. Mais je n'ai pas désespéré. J'apprends à être heureuse seule et c'est déjà beaucoup. Nous nous quittâmes en nous embrassant amicalement. Nos regards se croisèrent une dernière fois et je vis dans ses yeux la même tendresse que 30 ans plus tôt quand nous nous étions rencontrés. Mais c'était une tendresse apaisée, débarrassée de la passion destructrice qui nous avait perdus. En rentrant chez moi ce soir-là, je repensais à cette soirée qui avait tout changé. Cette fête surprise qui s'était transformée en révélation, en catharsis, en nouveau départ. Marc avait voulu m'humilier et finalement il m'avait libéré. Il avait voulu détruire notre histoire et finalement il l'avait transformée en quelque chose de plus beau. Une réconciliation, un pardon, une amitié retrouvée. J'ouvris la fenêtre de mon appartement et regardai Paris s'illuminer dans la nuit. Quelque part dans cette ville, des couples se formaient et se défaisaient. Des cœurs se brisaient et se réparaient. Des histoires commençaient et finissaient. La vie continuait, imperturbable avec ses joies et ses drames, ses surprises et ses déceptions. Mais moi, j'étais enfin en paix avec mon passé, avec mon présent et avec l'avenir qui s'ouvrait devant moi, plein de promesses et de possibles.